Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée aux films de la licence Pokémon. Aujourd'hui, on va aborder le cas du 18e film, à savoir Hoopa et le choc des légendes, qui est sans doute encore à l'heure actuelle le film le plus controversé de la franchise. Pour ma part, j'ai découvert celui-ci dans sa version originale à l'époque pour la simple et bonne raison que la version française est sortie de façon assez tardive et que j'avais fini par succomber à la hype au vu du speech de base. Alors oui, je me confesse d'entrée de jeu, mais j'admets que l'idée d'avoir fait intervenir autant de Pokémon légendaires avait clairement provoqué en moi ce sentiment de hype. Mais bien évidemment, on reparlera de tout cela au cours de cette vidéo. Cela dit, attention car malgré mes dires, ce n'est clairement pas un film que j'apprécie spécialement pour autant, je préfère être clair à ce niveau-là. La preuve étant que comme tous les films de la génération XY, j'en garde à chaque fois très peu de souvenirs, et malheureusement dans un sens, celui-ci ne fait pas exception. Maintenant, rentrons plus en détail dans le vif du sujet, et même si j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent déjà, tentons d'expliquer et ainsi de comprendre pourquoi ce film est-il autant critiqué, même encore aujourd'hui. Mais avant de se pencher sur le cas des légendaires, que je vais volontairement garder pour la fin de cette partie des analyses, penchons-nous plutôt sur quelques bonnes idées présentes dans ce film, notamment du côté de ses inspirations. Et oui, car ce film s'inspire énormément des légendes arabes, notamment de par la présence de Gris qui renvoie à Salomon, un personnage certes commun à plusieurs religions, mais cependant bien présent dans le Coran. D'ailleurs, tout comme Salomon, Gris possède non seulement sagesse, mais aussi un pouvoir lui permettant d'agir sur certaines créatures, comme par exemple les djinns, autrement appelés les génies par chez nous. Et comme par hasard, tout cela grâce à un certain anneau magique que Dieu en personne lui aurait transmis. Vous l'aurez compris, cela fait évidemment écho au fait que Gris soit lié à Arceus. De plus, les djinns sont qualifiés comme pouvant être autant des êtres bénéfiques que maléfiques, auquel cas Salomon aurait ainsi été capable de les emprisonner grâce à ses pouvoirs. D'ailleurs, c'est de par cette légende qu'un célèbre conte a vu le jour, dans lequel un génie finit par se faire emprisonner au sein d'une bouteille magique. Ce qui est exactement ce que Gris fait subir à Hoopa durant l'introduction du film. Et justement, revenons plus en détail sur le personnage qu'est Hoopa. Pour le coup, je dois bien avouer que j'apprécie beaucoup l'idée du Pokémon, celui-ci ayant deux personnalités très opposées. C'est selon moi plutôt amusant de voir la colère d'Hoopa se manifester ainsi physiquement, en souhaitant carrément faire disparaître son hôte. A mon sens, c'est une bien meilleure idée d'opposition plutôt que de simplement se retrouver avec un Pokémon possédé par son côté maléfique. D'autant plus que cela sert à la thématique principale du personnage qui est très axée autour des émotions, non seulement de par la manifestation de sa colère, encore une fois, mais aussi comme nous pouvons le voir lors de son flashback. Car encore une fois, Hoopa est directement inspiré du génie qui exaucera les vœux des humains au point où ces derniers l'auront carrément poussé à l'avarice et à la perfidité, finissant même par rendre le Pokémon imbu de lui-même, résultant ainsi le chaos qu'il aura causé par le passé. Alors certes, c'est cliché au possible, mais ça n'en reste pas moins efficace et surtout plutôt original pour du Pokémon mine de rien. D'autant plus que, toujours dans cette optique des émotions, on a suite à cela tout un long flashback afin de portrayer le lien unissant Hoopa à Nizar et Meriem, ce qui est selon moi une très bonne chose, car pour le coup, on prend vraiment le temps de bien construire les personnages en présentant leurs relations, chose qui n'arrive malheureusement pas assez souvent au sein des différents films de la licence. Mais c'est justement là où on arrive au premier point qui fâche, à savoir le rythme du film qui est très inégal selon moi. Car dans un premier temps, on prend bien le temps d'établir une relation entre Hoopa et les héros, jusqu'à ce que Nizar arrive brutalement de nulle part pour libérer la forme déchaînée de Hoopa. Puis, encore une fois, on a tout un long flashback concernant le passé de Hoopa et son lien aux côtés de Nizar et Meriem, alors que l'on sait qu'une bonne dizaine de Pokémon légendaires arrivent derrière, et que donc ces derniers souffriront forcément de par ce manque de temps. Et justement, une fois que ces derniers auront tous débarqué, ce sera donc à Sacha d'essayer de les retenir et cela en meublant clairement le plus longtemps possible, dans l'attente que le vase permettant de sceller la colère de Hoopa soit à nouveau opérationnel. Et malgré cela, il est important de noter que même si Sacha est bien évidemment le héros le plus mis en avant ici, c'est bel et bien Hoopa qui occupera le premier plan et ce durant l'intégralité du film. D'ailleurs, et fidèle à lui-même dans ce genre de moment, Sacha usera de bon nombre de stratégies en étant aux commandes d'une horde de Pokémon légendaires face à une autre horde de Pokémon légendaires encore plus nombreux. Et vous me connaissez à force, mais je dois bien avouer que de voir un Sacha seul, entouré de légendaires en plus de diriger une partie d'entre eux, forcément mon sang de fanboy absolu du personnage ne fait qu'un tour face à une telle image. Plus sérieusement, il est temps pour moi de revenir plus en détail sur le point principal du film, celui-ci ayant fait couler beaucoup d'encre et bien malheureusement à juste titre, on va bien évidemment parler ici de cette fameuse abondance de Pokémon légendaires. C'est un sujet plutôt polémique dirons-nous et qui ne laisse que trop rarement de place au débat. Alors forcément, c'est à mon tour d'exprimer mon avis sur le sujet. Dans un premier temps, il faut se rendre compte que ce film avait clairement pour objectif de promouvoir la sortie des remakes des jeux de la 3ème génération. Et par ce biais, il était donc indispensable d'y inclure Kyogre, Groudon, Rayquaza, ainsi que Latias et Latios afin de pouvoir mettre en avant leur nouvelle forme. Dans ce cas-là, on aurait très bien pu imaginer un film se déroulant tout simplement dans la région de Hoenn directement, ce qui aurait permis de pouvoir réunir tous ces Pokémon de façon plus convenable et surtout de manière plus légitime dirons-nous.
Ainsi, et si l'on part de ce principe, le principal problème reste qu'il fallait placer le Pokémon qu'est Hoopa dans un long métrage de la saga, puisque c'était tout simplement à l'époque la formule habituelle depuis quelques temps déjà. D'autant plus que de par sa présence, Hoopa peut littéralement invoquer les Pokémon légendaires précédemment cités, et ce de manière certes complètement gratuite, mais tout en restant malgré tout plus ou moins légitime, qu'on le veuille ou non. Et visiblement c'est le parti pris qui semble avoir été retenu par les scénaristes, créant ainsi cet énorme bordel sans queue ni tête, avec là encore comme lors du 15e film, la présence de plusieurs Pokémon légendaires capables de se transformer de manière totalement indépendante, parce qu'après tout, on n'est plus à ça près. Vous l'aurez compris, il n'y avait sans doute pas de bonne solution, mais quitte à aller à fond dans ce délire là, pourquoi ne pas avoir ramené tous les différents légendaires des précédents films, avec pourquoi pas même des clins d'œil à ces derniers, histoire de... Non, oubliez ça serait limite encore pire en fait. Plus sérieusement, évidemment que l'exécution de cette idée était désastreuse, mais malgré cela, vous me connaissez, j'aime en retenir un minimum de positif. Comme par exemple la présence de mon petit favori, à savoir Palkia, plus beau et terrifiant que jamais. Ou encore la présence du Regigigas durant l'introduction du film, qui, dans la version japonaise surtout, constitue à lui seul un enfer auditif comme jamais auparavant. Mais pour être totalement honnête, je me pose une question à laquelle je serais vraiment curieux d'avoir votre point de vue sur la chose. Car je ne peux pas m'empêcher de me dire que cela reste une idée qui réjouirait n'importe quel fan, plutôt jeune de préférence bien entendu. Et même si sur le papier c'est une idée plutôt alléchante dirons-nous, force est de constater que dans les faits c'est plus un fantasme qu'une réalité, tellement elle est complexe et incohérente à réaliser. Mais malgré cela, eh bien ça fonctionne sur moi. Et oui, ça peut paraître idiot, mais je dois bien avouer que de voir un tel attroupement de Pokémon légendaires, forcément ça fait quelque peu vibrer mon moi du passé si je puis dire. Alors attention, je ne suis clairement pas en train de vous dire que j'ai pris mon pied devant ce film, hein, bien loin de là même. Mais voilà, c'est justement ça le constat du film à mon sens. Je trouve celui-ci malgré tout divertissant, principalement, et pour ne pas dire uniquement, grâce à son fanservice. Et je pense très sincèrement que si des gens ont vu ce film en étant bien plus jeunes, leur ressenti sera sans doute très différent du mien. D'ailleurs, je suis prêt à parier que ça aurait été mon cas également. Et justement, s'il y en a parmi vous qui sont plus jeunes ou qui ont des connaissances qui ont vu ce film en étant plus jeunes, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans l'espace commentaire. Et j'insiste là-dessus car cela m'intéresse vraiment de potentiellement voir cette espèce de divergence entre les différentes générations de fans. Bref, ce regroupement de Pokémon légendaires n'aura pas beaucoup de sens hormis en promouvoir certains en particulier, à défaut de créer des incohérences avec d'autres bien malheureusement. Et même au niveau purement scénaristique d'ailleurs, ils n'ont aucun intérêt, hormis pour simuler très grossièrement une menace pour la ville de Dessara qui semble pratiquement déserte justement pendant presque tout le déroulement de ce chaos, ce qui manque cruellement d'impact en plus du reste. Quoique, c'est justement ce chaos qui provoquera finalement l'apparition d'Arceus à la toute fin du film, histoire de sauver la situation pour couronner le tout. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Très clairement, c'est juste un Deus Ex Machina parce qu'encore une fois, on n'est plus à ça près, alors pourquoi ne pas ramener Dieu dans l'équation après tout? Allez, pour terminer sur une note que l'on pourrait qualifier de plutôt positive dans un sens, on peut tout de même noter cette espèce de rédemption pour le trio phare de la Team Rocket dans ce film. Et oui, car si d'habitude ils sont très peu exploités ou bien tout bonnement relayés au rang d'éternels bouffons de service au sein des différents longs métrages de la licence, il faut tout de même se rendre compte que ce sont bien eux les responsables de tout ce chaos ici. Et c'est bien la première fois depuis le deuxième film, à savoir Le Pouvoir est en toi donc, que Jesse, James et Meowth auront eu droit à une telle implication au sein des films. Alors bien évidemment, après cela et fidèles à eux-mêmes, ils passeront le reste du film à chercher un moyen quelconque de s'enfuir du danger qu'ils auront eux-mêmes causé. Cela dit, et pour finir là-dessus, j'aimerais émettre une mention spéciale à Culbutoke qui aura réussi l'exploit de renvoyer une balle ombre de Giratina. Une scène aussi surprenante que plutôt badass mine de rien car c'est aussi ça la Team Rocket, et c'est aussi dans ce genre de moment qu'ils excellent tout particulièrement. Du côté des anecdotes autour de ce film, et pour revenir sur ses inspirations liées aux pays arabes, vous vous en doutez, la ville de Dubaï aura fortement inspiré l'équipe de production du film pour la création de Dessara, la ville phare du film, avec même une reproduction du Burj Khalifa, cette tour étant réputée comme étant le plus grand immeuble au monde à l'heure actuelle. Pour rester dans le cadre de la production, sachez que ce film est le premier depuis le 4ème centré sur Celebi à ne pas avoir été écrit par Hideki Sonoda, mais bien par Atsuhiro Tomioka, un scénariste plutôt récurrent sur les différentes générations de l'anime. Par ailleurs, il faut savoir que dans sa version originale, ce film est rempli de musiques pour lesquelles un bon nombre sont des remixes de musique des anciens films justement, notamment Le Pouvoir est en toi, Les héros Pokémon, Arceus et le Joyeux de Vie, Kyurem versus la Lame de la Justice, ou encore Genesect et l'Éveil de la Légende. Mais bien malheureusement, toutes ces musiques sont bien évidemment remplacées dans la version américaine et donc la nôtre par conséquent. Sachez également que ce film marque la seconde fois seulement où Sacha se fait posséder par une entité maléfique.
La première étant durant le premier épisode centré sur la pyramide extrême, intitulé L'ennemi intérieur justement, en fin de saison 9, durant lequel Sacha se fait contrôler par l'esprit du roi de Pokélantide. D'ailleurs, c'est arrivé une troisième fois très récemment dans la récente saison 24 avec l'esprit d'un Spiritomb. Et enfin, selon vous, ce film est-il considéré comme étant canon ou non? Après tout, Sacha reconnaît non seulement le pendentif au motif d'Arceus, mais aussi plusieurs des nombreux Pokémon légendaires qui interviennent au cours du film. Mais il faut prendre en compte le fait que Hoopa est bien le seul nouveau Pokémon ici, et que ce dernier n'est jamais réapparu au sein de l'anime jusqu'ici. Par conséquent, et à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas répondre à cette question de façon définitive. Cependant, et pour ma part, je pense plutôt qu'il s'agit là d'un cas similaire au Maître des Mirages par exemple, à savoir un épisode spécial qui présentait de la continuité sans pour autant être canon malgré tout. Bien sûr, et je le précise, ça n'est là que mon avis, libre à vous de me dire ce que vous en pensez. Pour conclure, à mon sens, il s'agit là d'un film que l'on pourrait qualifier de plutôt controversé, car ce dernier possède mine de rien des idées vraiment intéressantes selon moi, à défaut pour ces dernières d'être bien exploitées malheureusement. Et même si certes c'est bien regrettable, je dois avouer qu'à mon humble avis, je trouve que d'autres films de la licence mériteraient tout autant voire plus de critiques que celui-ci, qui fonctionne malgré tout selon moi. J'entends par là qu'à titre purement personnel, certains des anciens films m'ont profondément ennuyé ou pire, m'ont paru vraiment mauvais au point où même encore aujourd'hui je n'arrive pas à les apprécier. Or, et même si celui-ci tient sur un post-it, je le trouve malgré tout plus divertissant que certains. Alors certes, peut-être suis-je influencé par mon moi du passé qui aurait certainement adoré voir un tel film, malgré son vide évident, du moins à première vue. Mais justement, j'aimerais avoir vos retours sur le sujet. Ainsi, faites-vous partie des nombreuses personnes qui détestent ce film, ou bien au contraire, est-ce que sa propagande à base d'orgies de légendaires aura finalement eu raison de vous? Dans tous les cas, c'est un film qui restera dans les mémoires, je pense. D'une part chez les plus jeunes pour son côté fanservice à outrance, et de l'autre pour nous, les plus âgés, principalement pour de mauvaises raisons malheureusement. Mais à mon sens, cela n'en fait malgré tout pas un film foncièrement mauvais, ou ni même un bon film pour autant d'ailleurs. C'est un divertissement qui fonctionne malgré ses lacunes évidentes, et encore une fois, on a vu pire selon moi. Toujours est-il qu'à partir du prochain, les longs métrages de la licence commenceront enfin à redresser la pente concernant leur qualité globale. Alors profitez-en, car le prochain sera aussi le dernier du schéma habituel des films avant un changement drastique de la formule, provoquant ainsi un nouveau souffle pour la licence animée qui lui procurera le plus grand bien à un moment où elle commençait cruellement à en avoir bien besoin.